Bonjour à tous et bienvenue à ce replay du meet-up Product et santé mentale. Alors il y a eu un petit problème, de recording au moment du meet-up, donc toute la première partie, je vous propose qu'on la fasse, ensemble ici, toujours depuis les bureaux de Blablacar. Donc déjà pour commencer, pour me présenter, je m'appelle Alexis Colonna, je suis Product Manager chez Moka.care et Moka.care, qu'est-ce que c'est? C'est, une solution d'accompagnement des entreprises et des employés sur tous les sujets de santé mentale. Au moment où on a commencé à se poser la question de ce meet-up, on s'est dit: «Bah, c'est super intéressant de parler santé mentale, on n'en parle pas assez, mais est-ce que c'est vraiment un sujet chez les products? Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est vraiment une problématique, ou pas du tout?» Et c'est pour ça qu'on a lancé l'étude Product et santé mentale, dont vous avez peut-être entendu parler, heu, pour savoir et un peu comprendre justement quelles étaient les problématiques. Et vous allez voir, tout ce meet-up va réutiliser un petit peu des enseignements qu'on a eus, justement grâce à cette étude pour pouvoir, vous proposer des conseils actionnables. Et donc 56 ce chiffre vient de l'étude justement. 56 c'est le nombre de product people qui considèrent que les équipes produits sont plus sous pression que les autres. Donc c'est un chiffre qui est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire qu'on a plus d'un product people sur 2 qui se dit que les équipes produits sont plus sous pression que les autres. D'où tout l'intérêt de ce meet-up de, bah, OK, comment on peut faire pour en sorte que justement on gère mieux la santé mentale dans le product? Et donc justement on va, s'atteler à voir ça à travers, des choses beaucoup plus adaptées au product. On va voir ça à travers 4 parties. 1re partie, la relation à soi. 2e partie, la relation management. 3e partie, la relation aux équipes client facing. 4e partie, la relation aux équipes tech. On va à chaque fois voir ça à travers des cas concrets, des exemples et des choses vraiment complètement actionnables. Aussi, tous ces conseils seront résumés dans une note auquel vous pourrez avoir accès à la fin du meet-up. En dernière slide, vous aurez un petit QR code pour la télécharger, donc pas forcément besoin de prendre des notes pendant que vous écoutez ce replay. La relation à soi. Pourquoi commencer par la relation à soi? Tout simplement parce qu'avant de pouvoir se poser la question de la relation avec les autres, comment on s'améliore sur ces sujets-là, il faut déjà voir comment on prend soin de soi dans un premier temps. On sait que le milieu du produit, c'est un milieu où il y a de la pression, il y a du stress, on a de la responsabilité et c'est toutes ces choses-là qui peuvent être assez compliquées finalement, et on va essayer de voir comment on peut essayer de gérer ça. Première partie sur la relation à soi, les limites. Le défaut un peu classique de tous les products, c'est de vouloir un peu combler toutes les problématiques, mettre en place plein de nouvelles choses, plein de process, et ainsi de suite, et on peut vite avoir du mal à se mettre des limites et ne pas être capable, justement de temps en temps se laisser un peu d'espace pour accepter et gérer cette pression et pas surcharger hyper rapidement. Premier conseil pour se mettre des limites, c'est d'être capable de prendre du recul. C'est hyper important de pouvoir prendre du recul, ça paraît quelque chose de très simple et finalement, en fait, c'est pas si simple que ça. Un des tips, qu'on peut avoir, c'est de se dire que prendre du recul, pour pouvoir le faire, ce qui est important, c'est de connaître ses priorités et vraiment ses priorités du moment. Et donc moi, le conseil que je donne là-dessus, c'est de se dire, bah, faites l'exercice, soit seul, soit avec votre manager, de vous fixer les 3 priorités, de votre semaine et de vous dire: «Ah ben quelles sont mes priorités? Quelles sont les 3 plus importantes?» et de pouvoir travailler dessus. Et c'est vraiment quelque chose où vous dites pas: «J'en fais 5, j'en fais 10», non, les 3 priorités. Pour vous donner un exemple, moi, au moment où je préparais ce meet-up, j'avais comme priorité, bah, préparer ce meet-up, préparer la sortie de l'étude, et donc sur laquelle se base ce meet-up. Mais on m'a aussi demandé de faire d'autres choses comme, par exemple, aider, les équipes à faire la nouvelle carte de visite de Moka. Bah, je savais que mes priorités, c'était pas ça, donc j'ai pu me concentrer justement sur ma préparation de meet-up et facilement, m'enlever de la charge en me disant: «Bah, ça, c'est pas ma priorité et mon impact va pas être maximal à cet endroit-là». Une autre chose que vous pouvez faire pour prendre du recul, et poser des limites, c'est d'utiliser un principe de conseil, qui s'appelle les 3 cercles. En gros, le principe des 3 cercles, c'est de se dire: toutes les choses sont dans l'un de ces 3 cercles. Soit un cercle de contrôle, donc quelque chose sur lequel je peux agir moi directement, soit un cercle d'influence, donc quelque chose sur lequel je peux demander à quelqu'un d'agir, soit un cercle de préoccupation, quelque chose sur lequel ni moi ni personne peuvent vraiment agir. Et c'est hyper intéressant parce que quand on vient remettre les choses dans ces cercles-là, ben, on vient se rendre compte que des fois on se crée souvent de la charge mentale pour des choses sur lesquelles on ne peut rien faire. Et c'est aussi ça qui cet exercice que vous pouvez faire. Typiquement, la crise actuelle des startups,
c'est quelque chose qu'on a tous dans notre cercle de préoccupation, mais sur lequel on ne peut rien faire. Donc finalement, il faut être capable aussi de se dire: «Bah, je vais me le sortir de ma charge mentale parce que ce n'est pas, quelque chose sur lequel je peux agir». Et si c'est quelque chose sur lequel vous avez du contrôle ou de l'influence, bah là, dans ce cas-là, plutôt que de ruminer sur le sujet, il faut vraiment être capable de passer à l'action directement. Les injonctions. C'est quelque chose dont on parle, je pense, assez souvent dans le produit, mais qui est assez intéressant. Il faut être capable de se libérer des injonctions. Et donc, je vais vous dire quelque chose qui va sûrement pas vous plaire, mais non, vous n'aurez jamais, lu tous les livres de product management, écouté tous les podcasts, assisté à tous les meet-up, regardé tous les webinars. C'est pas possible et c'est finalement pas grave. Et donc là, vous allez me dire: «Ah bah oui, mais imaginons que, justement cette ressource dont on me parle, peut-être que j'en aurai besoin plus tard, comment je fais?» En effet, on a tous ce truc-là de voir passer sur LinkedIn, dans des newsletters, des ressources qui peuvent paraître intéressantes et dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est quelque chose que moi j'ai mis en place, c'est de vous dire, bah, vous faites une petite base de données Notion, une petite feuille Excel, une petite later library en se disant: «Bah, OK, voici quelles sont les ressources» et je me note les ressources intéressantes, je mets le lien et pour l'instant, je ne vais pas la regarder, mais le jour où j'en ai besoin, je sais que je pourrais aller la voir. Et donc là, si on regarde mes exemples à moi, bah, par exemple, Product Subs Taille Fit, c'est quelque chose qui m'intéresse, où je me dis: «Ça pourra me servir un jour dans ma carrière», mais pour l'instant, j'ai pas le temps de le faire. Donc du coup, bah, c'est pas grave, je vais pas le regarder, je le mets de côté et je sais que je pourrais y revenir super facilement. Et vous aurez dans ma note Notion justement le template pour ça, pour très facilement le mettre sur votre Notion et le mettre en place chez vous. Quelque chose aussi d'assez important, c'est d'être capable de relativiser. Relativiser pourquoi? Parce que souvent on parle beaucoup de framework, de choses à mettre en place et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'il faut aussi être capable de se dire, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous le même temps, les mêmes capacités et c'est pas grave, c'est pas quelque chose de fondamentalement gênant. En effet, si vous êtes dans une entreprise où vous avez 25 products, peut-être que vous avez plus le temps de faire de la discovery, de passer, 40 50 voire 60 de votre temps à faire de la discovery. Par contre, si vous êtes dans une équipe, bah, finalement de, 4 personnes avec 2 PM comme c'est le cas, chez Moka, bah, en fait, vous avez pas ce temps-là et c'est pas grave. Faut être capable de se dire: «Bah, en fait, j'ai pas les moyens et c'est pas gênant. Ce qui compte, à la fin, c'est qu'on apporte de la valeur aux users. Finalement, la façon dont on le fait en fonction de nos moyens et de nos ressources». Pareil pour les frameworks. Dites-vous que, bah, en fait, les frameworks, c'est bien, ça peut aider à répondre à certaines problématiques, mais peut-être que pour chacun des frameworks, vous pouvez juste prendre quelques petites choses qui sont intéressantes et pas forcément vous dire: «Je dois tout le temps l'appliquer, dans tous les cas, appliquer 25 frameworks». Et ça passe aussi pour ce meet-up. Tout ce que je vais proposer ici dans ce meet-up, c'est des visions qui marchent très bien dans un écosystème comme Moka, mais qui est peut-être pas forcément, quelque chose qui marche partout. Et dans ce cas-là, je vous invite à vous dire: «Bah, ça peut être intéressant, je peux le mettre en place de mon côté. Ça l'est pas et c'est pas grave, je passe à autre chose». La relation au management. Maintenant, on va parler d'une relation hyper importante qui est la relation au management. Il faut savoir que d'après notre étude, c'est l'une des relations, même c'est la relation, qui a le plus d'impact sur la santé mentale des product managers. Plus de 51 des products au global disent que la relation management, c'est ce qui a le plus d'impact sur la santé mentale. Donc c'est quelque chose de vraiment extrêmement important sur lequel on va se pencher un petit peu plus longtemps. Premier truc, pour la relation management, souvent la problématique, c'est les deadlines. En effet, on a tous tendance à se dire qu'on se met des deadlines et en fait, à la fin, on sait que finalement, on se met des deadlines qu'on sait déjà qu'on va pas tenir et on passe plus de temps en tant que product manager à venir justifier des deadlines et des retards, plutôt qu'à faire notre travail, vraiment de priorisation, de mise en place de choses, de discovery ou de delivery. Et donc automatiquement, c'est pas passionnant comme chose. Pour les deadlines, quelque chose qui peut être super intéressant à explorer, c'est une méthodologie qui s'appelle ShapeUp. Pourquoi? Parce que ShapeUp, ça va venir vraiment complètement renverser le paradigme en se disant que l'objectif, c'est plus, de s'engager sur des features, mais s'engager plutôt sur des problèmes auxquels on va résoudre. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que, en fait, ça vient complètement changer la façon dont on va discuter avec le management. Et on va pas dire: «Ah tiens, on aura résolu ça», mais: «Ah tiens, on aura, fixé tel problème, on n'aura pas mis cette feature en place». Je m'explique. Globalement, dans ShapeUp, comment ça se passe comme méthodologie? C'est au tout début, on va se dire: «Bah tiens, on a un problème sur lequel on a envie de travailler et ce problème, on a envie de travailler pendant X temps».
Et c'est un temps entre 1 et 6 semaines qui est complètement défini, ferme et sur lequel on va s'engager. Et tout l'objectif, c'est justement d'être capable de maximiser l'impact qu'on va avoir dans ce temps donné. Donc déjà pour un PM, c'est passionnant parce que on doit retravailler la façon dont on fonctionne pour vraiment faire des choses qui viennent s'empiler, pour venir construire une feature complète. Et si je prends un exemple un peu bête, imaginons votre problématique, c'est un user qui est à pied et qui vous dit: «Je veux aller plus vite». C'est ça sa problématique. Bah, si en tant que product, vous allez voir une vision un peu d'avenir, vous allez dire: «OK, mon user, je le mets dans une fusée, il va aller super vite et super loin et ça va être trop bien». Mais si jamais le temps imparti pour ça, c'est 2 semaines, bah, en fait, votre user, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui faire un vélo. Mais un vélo, ça répond à ce problème qui est, il veut aller plus vite. Aujourd'hui, il est à pied, il va en vélo, il ira beaucoup plus vite. Et c'est un peu tout le principe de ShapeUp, de se dire, bah, en fait, on va arrêter de s'engager sur une feature hyper précise, mais plutôt sur un problème qu'on résout. Et ça force aussi un peu d'inventivité côté produit, parce que tout problème peut être résolu par des choses extrêmement simples, comme des choses extrêmement complexes. Et ça vient en fait créer la simplicité. Si c'est simple pour vous, si c'est simple à mettre en place, c'est aussi simple pour le user. Donc c'est ça qui peut être hyper intéressant, à travailler avec ShapeUp. Et le gros intérêt là que ça a là-dessus, c'est que vous êtes du coup complètement ferme sur vos deadlines. C'est-à-dire que si vous dites à votre comex: «Bah, dans 6 semaines, j'aurai travaillé sur, je sais pas, l'amélioration du taux de conversion de ce flow», vous êtes sûr que dans 6 semaines, votre taux de conversion, vous aurez travaillé dessus pour l'améliorer et que vous aurez quelque chose qui sera en production et efficace. Peut-être que vous allez l'améliorer que de 5 ou 10, mais en attendant, vous savez que dans 6 semaines, ce sera bon et vous n'aurez pas ce truc de dire: «Je vais créer une énorme feature, ça va être extrêmement complexe, je vais être super en retard, je vais pouvoir m'engager auprès de personne». Et ça vient aussi créer vraiment de la confiance entre le management et les équipes produits. Et c'est quelque chose qui est pas forcément facile à faire dans certains contextes d'entreprise. C'est pour ça que ça peut être intéressant au tout début de vraiment se dire, bah, la première chose, c'est de réussir à convaincre les stakeholders. Et justement, ces exemples-là sont intéressants pour les convaincre, de se dire, bah, en fait, tu vois, dans 6 semaines, on aura travaillé sur quelque chose, on l'aura amélioré. Peut-être qu'on n'aura pas une full feature, mais par contre, on aura un truc qui marche et qui est efficace en prod, on n'aura pas de retard. Euh, et de le tester peut-être dans des petites équipes. Typiquement, c'est quelque chose que vous pouvez tester sur une sous-partie, une squad par exemple, et de voir si ça marche bien. Nous, ce qu'on a chez Mocha, c'est qu'on se rend compte que ça nous permet de délivrer extrêmement vite des choses de très bonne qualité et d'avoir des mises en production très régulières. Après les deadlines, parlons roadmap. J'ai vu que c'est un sujet dont tout le monde parle beaucoup sur LinkedIn en ce moment. J'étais très surprise, je me suis dit, oh, ça tombe au bon moment. Les roadmaps. On aime bien faire en général des roadmaps sur le très long terme, avec des grosses roadmaps à 3 ans, où je sais exactement ce que je vais faire en Q3 2025. C'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Déjà parce que premièrement, ça permet d'avoir aucune adaptabilité. Et ça, c'est par rapport au marché, c'est hyper embêtant. Je prends un exemple super concret. On parlait de crise startup tout à l'heure. Imaginons vous êtes une entreprise où la majorité de ses clients sont des startups de 50 à 60 personnes. Globalement, au moment où la crise est arrivée, vous avez dû vous dire, OK, si je veux survivre, mon seul moyen, c'est de shifter et d'aller plutôt vers des plus grosses entreprises, des clients un peu plus importants. Très bien, mais sauf qu'en fait, un client important, il y a des fonctionnalités de base que vous n'allez pas avoir parce que vous avez des startups va vous demander et qui vont être deal makers. Typiquement, on prend du SSO. Mais en fait, un client, si vous voulez aller voir un client de 500 personnes, il va vous dire je veux du SSO, alors que votre startup de 50, très clairement, ce sera moins intéressant. Et si vous avez cette roadmap qui est complètement remplie, bah déjà, c'est quasi impossible en fait de finalement se dire ah, je vais rajouter mon SSO hyper rapidement parce qu'il va falloir tout redécaler et donc il va falloir se réaccorder avec tous les stakeholders qui sont impliqués par la roadmap pour pouvoir réussir à faire ça. Deuxièmement, ça n'apporte pas d'agilité en interne aussi. Fondamentalement, dans nos équipes produits, on passe notre temps à chercher, à avoir des idées et des fois on a des super bonnes idées qui prennent auprès de toute l'entreprise, on a trop envie de les travailler. Et en fait, si ma super bonne idée que j'ai aujourd'hui, je me dis la seule place disponible, c'est Q4 2026, ce ne sera peut-être plus une si bonne idée que ça à ce moment-là et ce ne sera pas très utile. Et enfin, dernier truc, ça peut être super frustrant. Imaginez un sales, et il faut se mettre à sa place à ce moment-là, imaginez un sales finalement qui voit que sa feature qui est deal breaker, elle arrive dans 2 ans. Bah, lui, il sait que son deal il est perdu, sauf s'il travaille sur des longueurs de sales cycle beaucoup plus importantes. Et du coup, on crée de la frustration dans toutes les équipes. Donc l'idée n'est pas de dire on supprime la roadmap, c'est pas ça que je veux proposer, très clairement, parce que la roadmap, elle a un intérêt principal qui est de dire je donne de la visibilité, à la fois moi en interne, dans mon équipe, au sein de toute l'entreprise et peut-être même en externe auprès de mes clients,
selon si on décide de la communiquer ou pas. Mais en fait, si on se pose la question de qu'est-ce qui est vraiment important à ce moment-là, c'est de se dire, ce qui est hyper important pour tout le monde et qui doit être très fixe avec une grande certitude, c'est ce qu'on travaille maintenant. Ça, on ne doit pas s'en avoir de surprise sur ce qu'on est en train de faire. Avec un peu moins de certitude, parce qu'on va travailler sûrement juste après. Et avec encore moins de certitude, on n'est vraiment pas sûr et on n'a pas envie de commit sur le sujet, ce qu'on travaillera beaucoup plus tard. Et ce qui est hyper intéressant avec ça, c'est que vous gardez la visibilité pour tout le monde. Tout le monde va réussir à comprendre finalement comment avance le produit, vers quelle vision on va, mais en même temps, vous gardez énormément de flexibilité. Et ça, c'est hyper pratique. Et moi, si je vous prends un exemple chez Moka, qui est assez marquant, je trouve, il y a 3 mois maintenant, je pense, je m'arrête Bérangère si je dis des bêtises, il y a 3 mois, Bérangère qui est ici, elle travaillait sur un sujet qui était de se dire comment on va mieux former les managers à la santé mentale. Sujet hyper intéressant. Et au départ, c'était parti sur vraiment quelque chose d'assez simple, de se dire, tiens, on va mettre du contenu un peu spécifique et c'est tout. Et finalement, quand toute l'équipe a bossé dessus, il y a eu une super bonne idée qui était de se dire, pourquoi on ne les formerait pas d'une autre manière, on n'inventerait pas une autre manière de former les gens. Et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas une espèce de micro-learning sur Slack? Et quand on a proposé cette idée-là, toute l'entreprise s'est dit, ah, c'est une super bonne idée, c'est trop bien. Donc, vous connaissez les sales, ils ont commencé à le pitcher aux clients. Et les clients ont dit, ah, mais trop bonne idée, je pense que ça va vraiment répondre à une problématique. Parce qu'en effet, moi, j'ai du mal à faire venir les gens à des ateliers de 2 heures sur gérer sa santé mentale et ainsi de suite. Par contre, si je leur dis, sur Slack, tu as un petit bot un peu sympa qui va t'envoyer un message, ça va marcher. Et ça, c'était il y a 3 mois l'idée. Et en fait, aujourd'hui, on va le lancer publiquement. Très précisément, aujourd'hui, on l'a lancé publiquement d'ailleurs. Et on a pu le faire parce que justement, en fait, on avait cette flexibilité dans notre roadmap de se dire, OK, est-ce que dans ce soon, finalement, on ne peut pas dégager des choses qui sont un tout petit peu moins urgentes que ce pari-là qu'on a envie de faire parce qu'on se dit qu'on y croit à notre sujet et qu'on a vraiment envie d'avancer. Partie leader. Alors, pour ceux qui me connaissent, je ne suis leader de rien du tout en produit, mais c'est intéressant. On a posé dans l'étude, il y a pas mal de retours qui sont venus justement sur le rôle du product leader et notamment sur des problématiques que je trouve assez intéressantes, et on va passer au conseil tout de suite, qui est très simple, qui étaient les problématiques de communication. Globalement, la plupart des gens disaient, en fait, j'ai pas de vision produit, ce qui est quand même très embêtant pour quelqu'un qui travaille dans une équipe produit. Ma roadmap change en permanence, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, et tout est assez flou. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant, c'est de se dire, en fait, aujourd'hui, le rôle du product leader, ça doit être de communiquer, et de communiquer en externe, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils font tous très très bien, mais aussi en interne de mon équipe, et communiquer quel que soit le niveau de certitude que j'ai sur les choses. Et je pense qu'il y a souvent une erreur qui est faite, qui est de se dire, moi je le prends de mon côté non-leader justement, c'est de se dire, souvent on se dit, si les choses ne sont pas certaines, il n'y a pas besoin de les communiquer aux opérationnels, parce que finalement ça va peut-être être amené à changer. Mais au contraire, justement, c'est là où c'est intéressant de venir créer cette communication-là, parce que ça permet de dire aux gens, voilà, peut-être que des choses vont changer plus tard, mais au moins tu es au courant directement, plutôt qu'avoir ces effets-là qui peuvent être assez complexes, de se dire, du jour au lendemain, on vient bouleverser ta roadmap, on te dit finalement ta priorité, c'est plus la même priorité, et toi, tu n'as toujours pas compris pourquoi, et tu es en mode, ok, j'ai bossé 3 mois pour rien, quoi. La relation aux équipes client-facing et aux clients. Relation qui peut être prenante, surtout qu'en général, on en a beaucoup en face de nous, et on a beaucoup de feedback. Et donc la question, c'est comment on peut faire en sorte de mieux gérer ça, de mieux gérer ces retours, ces demandes permanentes, ces feedbacks permanents. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est des choses qu'on peut faire nous et pas forcément qu'on peut leur demander à eux, parce que ça, c'est toujours plus compliqué. Donc sur la gestion des demandes. Un premier truc, c'est comment on accueille la demande. Et je pense que c'est hyper important de se poser là-dessus et de se dire, OK, comment en fait on peut accueillir une demande correctement. Et pour ça, il y a un principe qui est pas mal utilisé notamment par les psychologues, mais qui peut être utilisé par tout le monde, et je vous invite vraiment à ce que tout le monde l'utilise, qui paraît très simple et qui est en fait très complexe, et qui s'appelle l'écoute active. Et en gros, ça part du principe de se dire que on ne sait pas vraiment écouter les gens de base. C'est-à-dire que quand on se parle à deux, finalement, on ne s'écoute pas tant que ça, et on est plus là pour rebondir en permanence, et pas pour vraiment s'écouter. Et tout le principe de l'écoute active, c'est de se dire, justement, on va changer ça, et je vais créer de la confiance avec la personne, en commençant déjà par dire, je l'écoute, et je reste complètement silencieux. Ce qui est, je pense, déjà la chose la plus dure à faire. Moi, je suis très bavard, donc c'est très compliqué. Ne pas transmettre de jugement. Donc pareil, vraiment, je la laisse donner sa vision et je ne retransmets pas de jugement. Je ne ramène pas la discussion à moi. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant, notamment en produit. On peut facilement avoir ce truc-là, et je pense que je suis
beaucoup ce gros défaut, de se dire très bien, je le ramène en fait à ma roadmap, à mes priorités, à mon travail en cours. En fait, là, ce n'est pas la question. Quand quelqu'un vient vous demander un feedback, enfin vous faire un feedback ou vous faire une demande, il n'a pas forcément envie que vous lui rappeliez les priorités du moment, mais il veut, lui, c'est exprimer quelque chose. Et dans un premier temps, il faut être capable d'accueillir cette demande-là. Quitte à ce que vous lui disiez non après. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire oui à tout le monde. Reformuler, du coup, en utilisant les mots de l'autre, ça, pareil, technique très simple, c'est quand on utilise les mots d'une personne, elle se sent beaucoup mieux compris. Donc, on n'a pas besoin de reformuler de manière très complexe, il faut juste réutiliser ces mots et s'assurer justement, en reformulant, on verbalise ce qu'on a compris pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu. On va parler de malentendu juste après. Et avoir une attitude supportive. Pareil, ne pas être fermé, parce que si vous venez me parler que je suis comme ça, vous n'avez pas très envie de me parler, je pense, et vous ne vous sentez pas super écouté. L'incompréhension, qui est justement dans cette gestion des demandes, peut être hyper intéressante quand on modélise un petit peu une discussion entre deux personnes, notamment dans des conflits. Ce qui est assez intéressant, c'est que souvent on commence avec beaucoup de désaccords et un petit peu d'accords. Et au moment où on commence à discuter, il y a une énorme part de malentendu et d'incompréhension qui vient se créer. Et finalement, c'est justement tous ces côtés un peu écoute active, la capacité à prendre du recul, à vraiment le discuter avec la personne et à reformuler les choses, utiliser ces mots et ainsi de suite, qui permet de venir un petit peu supprimer ce malentendu pour arriver à la fin sur quelque chose où en fait on est d'accord sur pas mal de choses. Et donc ça, c'est un très bon conseil qui est très dur à appliquer. Et moi, si je prends un exemple où je ne l'ai pas appliqué justement et je ne l'ai pas bien fait, parce que je pense qu'on apprend beaucoup plus de ses erreurs que de ses succès, il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un de client-facing qui est venu nous voir en nous disant OK, il faut changer ce message d'erreur sur cette page. Spécifiquement pour ce client, il faut écrire un message d'erreur particulier. C'était une page de connexion. Ce jour-là, j'étais un petit peu stressée, j'avais beaucoup de choses à gérer et du coup, j'ai fait la chose qui n'est pas la bonne chose à faire, qui était de fermer la porte très très rapidement et dire no go, on n'avance pas sur le sujet, on ne va pas faire ça parce qu'on ne va pas créer du custom en mettant une erreur très, très précise. Donc ça, c'est bien, c'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Et là, Héloïse a bien fait les choses à ce moment-là. Il fallait justement discuter, se dire, en fait, quand on a discuté avec la personne, on s'est rendu compte que toute la problématique, ce n'était pas du tout une problématique très tech de ce message d'erreur n'est pas bon, ainsi de suite. Toute la problématique, c'était elle avait un client où il n'y avait pas assez d'activation dessus. Elle était stressée, du coup, et elle avait besoin de faire de l'activation. Et sauf qu'en fait, quand on discute de ça et qu'on a tous malentendu un peu parti, la solution, elle est hyper simple. Comme nous, activer un client, c'est juste se dire on va lui envoyer un email un peu bien targeté pour qu'il y ait des comptes qui soient créés et on va y arriver. Et en fait, finalement, on est parti d'une situation où moi, j'étais insatisfait et frustrée parce qu'on m'a fait une demande que je ne trouve pas légitime. La personne en face est complètement frustrée parce qu'on lui a mis une porte. À un moment où moi, avec 1% d'effort, j'ai 100% de satisfaction de la personne en face. Donc c'est ça qui est intéressant aussi de se dire, c'est que quand on partage et qu'on arrive à un peu supprimer ces malentendus, on va venir être capable de proposer des solutions qui nous arrangent tous. Parce que je pense qu'à la fin, on sert tous le même but dans une entreprise, donc on a aussi envie que les gens puissent avancer. Les demandes custom, je pense, grande spécialité. L'habitude de tout le monde d'avoir soit un sales qui vous dit « oui, moi, il me faut exactement ce truc-là », mais à peu près ce qu'il y a aujourd'hui, mais pas exactement ce qu'il y a aujourd'hui finalement, parce que sinon mon client ne signe pas. Je pense que c'est un peu notre vie, et c'est assez intéressant. Et comment on peut mieux les gérer? Je pense qu'il n'y a quasiment aucune réponse officielle sur ce sujet-là, et je serais hyper intéressée qu'on en discute après d'ailleurs. Mais je vais vous présenter un peu 3 façons qui peuvent permettre d'aider ces sujets-là. Première chose, la formation. Parce qu'en fait, si vous avez des demandes custom, déjà ce qu'on se rend compte la plupart du temps, c'est que les gens ne connaissent pas assez votre produit et ne savent pas forcément que vous pouvez répondre à cette problématique en tweakant un petit peu le produit, en utilisant des fonctionnalités un petit peu différemment que ce qu'on a l'habitude. Donc vraiment les former et aussi les former sur la façon dont vous fonctionnez dans l'équipe. Parce qu'en fait, finalement, les gens peuvent se permettre de faire des demandes custom et ainsi de suite parce qu'ils ne comprennent pas votre métier. Ils ne comprennent pas ce que vous faites au quotidien. Et je pense qu'on a du mal en tant que produit à se rendre compte qu'on fait partie des rares équipes avec des process extrêmement précis, avec des façons de fonctionner extrêmement précises et extrêmement calcables dans toutes les entreprises, alors que finalement, une équipe sales ou finance, elle peut fonctionner de 15 manières différentes selon l'entreprise dans laquelle elle est. Comment on forme les gens? Pas inventer la roue là-dessus, mais globalement, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire on les forme déjà dès qu'ils arrivent, et donc notamment à leur onboarding, nous on a fait, par exemple chez Mocha, quelqu'un qui est onboardé depuis pas longtemps, on va lui donner un petit challenge d'aller faire des choses dans le produit, et qui soit, ça peut être quelqu'un
du support ou ainsi de suite, on va lui donner accès à la partie, par exemple, de gestion RH, qui n'est pas accessible pour les employés en temps normal, pour qu'elle ait un petit challenge et qu'elle aille essayer le produit et bien le comprendre déjà pour pouvoir s'y faire, et après la former sur les process. Et d'autres choses qu'on fait, c'est par exemple quand on a une grosse feature importante, du coup on fait des plénières entre guillemets, où on va dans l'open space, on passe une demi-heure à expliquer toute la feature, pourquoi on l'a faite, pourquoi elle est intéressante, qu'est-ce qu'elle permet de faire, et surtout aussi qu'est-ce qu'elle permet pas de faire, et là où on va avancer. Ça peut être aussi des Q&A à organiser de temps en temps. Je pense que c'est assez intéressant pour certains sujets de se dire, ok, vous prenez toute l'équipe concernée et vous faites une heure où ils vous posent toutes les questions et vous autorisez les questions les plus bêtes, et c'est pas du tout un souci. Moi, typiquement, un truc que je faisais aussi dans mon ancienne entreprise, c'était un truc que j'avais appelé Tech for Dummies, et qui était de se dire, ok, je vous donne une heure où moi je suis disponible et vous pouvez me poser les questions les plus nulles possibles, c'est pas grave. En fait, l'objectif, c'est que vous soyez formés, que vous compreniez et que vous ne les reposiez pas. Et ça peut être aussi venir à certains moments très spécifiques, et c'est l'exemple ici, il y a la semaine dernière, il y avait le Sales Day de ce trimestre, donc où nos sales s'étaient réunis pendant une journée. Et justement, en fait, je suis venue une heure pour dire, ok, comment ça marche notre process. Et ça a été, le gros focus a été notre process, comment il fonctionne, c'est quoi en fait, qu'est-ce que je fais au quotidien, qu'est-ce que toute l'équipe fait au quotidien. Et pareil, après, reparler un peu de comment on fait de la démo, de pitcher le produit, ainsi de suite. Et ça, c'est hyper important parce que vous allez aussi leur donner de la visibilité. Conseil qui marche mieux, encore plus, boire des verres. Très clairement, c'est une blague et pas vraiment une blague en même temps. Quand vous créez du lien social avec les gens, et je pense notamment pas mal aux équipes commerciales qui peuvent être des fois un petit peu séparées des autres équipes dans les entreprises, quand vous créez du lien social, vous allez vous rendre compte que finalement, ça va résoudre énormément de vos problèmes que vous pouvez avoir avec ces équipes-là. Et moi, je prends un très bon exemple. Justement, on voulait pouvoir passer du temps à venir dans des démos de sales pour pouvoir y assister. Et c'est quelque chose qui était assez compliqué parce que l'équipe sales ne nous proposait pas forcément, on avait un peu du mal. Ce n'était pas le sujet qu'on avait réussi à mettre en place. Et finalement, en buvant des verres, je me suis retrouvée avec un sales qui m'a un peu défié de venir à une démo avec lui. Moi, j'étais très content à ce moment-là. Et c'est un peu comme ça qu'on a déclenché le truc. On a un peu dit, ok, je vais venir à une démo, ça s'est bien passé. Et du coup, on s'est dit, il faut peut-être qu'on essaye de faire en sorte que ça se passe mieux et que les autres personnes de l'équipe produit puissent aussi venir à des démos. Et donc vraiment, buvez des verres, ça vaut le coup. C'est peut-être le meilleur moyen pour avoir des bonnes relations avec les équipes client-facing et que vous compreniez aussi, parce que je pense que c'est à ce moment-là où vous allez vraiment avoir une discussion hyper honnête sur qu'est-ce qui va vous frustrer au quotidien, qu'est-ce qui, eux, les frustre, et ça peut permettre de créer une meilleure relation après, quoi. Et enfin, si tout ça ne marche pas, un petit conseil qui est un conseil tiré donné par un PM de chez AWS que je trouvais hyper intéressant, qui est de se dire, si vous n'arrivez pas à rendre ces équipes un peu plus actrices que demandeuses, vous pouvez les forcer à être actrices, entre guillemets. C'est moins sympa comme ambiance, mais ça marche bien. C'est de se dire, globalement, vous avez un principe, vous dites à la personne qui est responsable de l'équipe client-facing, vous lui donnez un token qui représente une semaine de développement de dev, par exemple, sur un trimestre. Et vous lui dites, ok, à partir de maintenant, il y aura une semaine dans le trimestre que je pourrais t'allouer pour faire un truc custom que tu auras décidé. Bien sûr que c'est vous qui allez scoper les choses et on ne va pas mettre n'importe quoi dans le produit. Mais par contre, la problématique auquel on répond, c'est elle qui le décide. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous venez complètement renverser les choses parce que finalement, en fait, c'est votre head of sales qui se retrouve à faire une partie de votre métier, de devoir prioriser. Et devoir prioriser avec son équipe et devoir dire à ses sales, attends, en fait, là, ce que tu demandes, moi, j'ai pas envie d'utiliser mon token pour ça, c'est pas ça qui est deal maker. Je vais peut-être attendre un petit peu ou je vais peut-être le faire pour un autre sujet qu'on m'a proposé. Donc ça peut être fait et je pense que c'est assez intéressant parce que ce qu'on peut gagner là-dessus, c'est que vous êtes dans une situation où vraiment il y a un peu un conflit réel avec l'équipe et les sales ont l'impression que vous faites rien pour eux et vous n'en pouvez plus leur demander. Ça peut être un moyen de créer une vraie solution parce que finalement, en fait, une fois par trimestre, il y aura une feature qui sera faite ou un bout de feature qui sera faite pour les sales, quoi. Après, si ça se passe bien, je pense qu'il vaut mieux partir sur les autres solutions d'avant. Former, discuter, c'est plus sympa quand même. Enfin, la relation à l'équipe tech. Ce qui est très cool déjà, là où je suis très content, c'est que dans l'étude, c'est celle qui a le moins d'impact sur la santé mentale des products. Donc c'est cool, c'est-à-dire que ça marche un peu mieux que ce qu'on peut dire et entendre dire des fois. Première problématique, c'est comment on s'aligne. C'est souvent un truc qu'on voit assez fréquemment qui est de se dire, en fait,
on a un head of product qui doit lancer une feature et on a un head of engineering qui doit diminuer sa dette technique. Bon, déjà, on sait que là, on est foutu parce que finalement, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on priorise en termes de développement? Est-ce qu'on priorise du développement pour aller vers des nouvelles features et du business ou du développement pour diminuer la dette technique? Sachant qu'en plus, aller vendre à des stakeholders que diminuer la dette technique, c'est quelque chose qui est intéressant pour plus tard. Pas forcément facile. Il y a une réponse qui est apportée souvent à ça, qui est de dire on va créer un CPTO. Ouais, honnêtement, je n'y crois pas forcément, parce que je pars du principe que juste on crée un niveau de hiérarchie en plus et qu'à la fin, on aura toujours un head of product qui n'aura pas le même objectif que le head of engineering et que du coup, ça n'a pas trop marché. Par contre, un truc hyper simple et qui marche extrêmement bien, c'est des objectifs communs. Mais quand je dis objectifs communs, ce n'est pas quelques objectifs communs. C'est 100% des objectifs complètement communs aux deux équipes. Nous, par exemple, chez Mocha, nos OKR sont exactement les mêmes pour l'équipe produit et l'équipe tech. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on commit tous sur ces OKR-là. Donc moi, je trouve que ça a un aspect hyper sympa. Déjà, en produit, c'est cool parce que quand quelqu'un travaille sur la dette technique, vous n'avez rien fait et votre OKR, il est rempli. Donc franchement, ça peut être un bon avantage. Mais surtout, vraiment, c'est que ça vient permettre de créer une situation où, en fait, quand il faut prioriser, quand il faut se dire, OK, est-ce qu'on fait plutôt passer ce thème-là ou est-ce que ce thème sur, je sais pas, la data, on va plutôt y passer 2 semaines ou 4 semaines, on va pouvoir se dire, en fait, c'est un de nos OKR aussi. Typiquement, en Q3 2022, un de nos OKR, c'était de créer une nouvelle data architecture. En fait, à ce moment-là, on se dit, oui, on va passer du temps dessus, on va investir du temps dev sur le sujet parce que ça fait partie de nos OKR. Et du coup, il y a vraiment zéro question qui se pose et il n'y a aucune bataille qui peut se faire parce qu'en fait, on est tous alignés, on a tous comité sur exactement les mêmes choses. La responsabilisation. Je pense que c'est assez marrant parce que quand je parle à beaucoup de PM récemment et quand je discute, souvent les reproches qui viennent sur les devs, c'est en fait j'en ai marre, ils ne suivent pas mes specs, quoi que je fasse, de toute façon. Et quand je teste, ça ne marche jamais. Bon, ça déjà, oui, souvent ça ne marche jamais quand on teste, on fait de la tech. Mais je pense que la question qui est intéressante à se poser là-dessus, c'est est-ce que c'est de leur faute ou est-ce que c'est de notre faute? Et je pense que la réponse, elle est beaucoup plus de c'est de notre faute. On s'attend à ce que des gens soient responsables en les infantilisant énormément et en leur laissant aucune possibilité d'être justement des ingénieurs réellement. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est de se dire comment on transforme la vision, et qui en plus est une vision assez française ou européenne, parce qu'on n'a pas trop ça aux États-Unis, mais comment on transforme la vision d'un dev comme quelqu'un qui est exécutant et qui va juste être responsable de développer ce qu'on lui a demandé de développer, en un dev qui est quand même un ingénieur, donc c'est-à-dire qu'il le connaît le produit. Et d'ailleurs, je pense que le meilleur exemple pour dire que les devs connaissent le produit ou une capacité de compréhension du produit, c'est qu'en général, quand il n'y a pas de spec et que ça marche pas, enfin qu'on ne sait plus comment marche le produit, on va demander aux devs d'aller chercher dans le code. Donc finalement, ils peuvent le comprendre, ce produit-là. Et pour ça, solution un peu radicale, mais en fait, ce n'est pas si radical que ça, c'est de se dire, OK, il faut peut-être arrêter avec les spécifications techniques hyper complexes et typiquement les PRD qui font 25 km. Déjà, c'est pas passionnant à écrire, ça sert à rien, parce que comme vous le dites, en effet, un dev, de toute façon, il va pas le faire, mais pas parce qu'il n'a pas envie de le faire, il va pas le faire parce qu'il sera sûrement pas capable de le faire, parce que quand il va aller dans le code, il va se rendre compte que ce que vous proposez, c'est pas la bonne idée techniquement. Et ça, c'est pas du tout un souci. D'aller vers des choses beaucoup plus simples et de se dire, en fait, vous, en tant que product, vous pouvez faire une spécification très conceptuelle de ce qu'on veut, mais après, la spécification ultra technique de comment ça va se passer dans le code, vous devez la faire, soit c'est le dev qui le fait tout seul, soit vous devez la faire avec un dev, parce que sinon, vous n'avez pas la capacité de le faire. Et pour ça, nous, ce qu'on fait, par exemple, chez Mocha, c'est globalement, avant de lancer un chantier, plutôt que d'avoir des énormes specs de tous les côtés, et ainsi de suite, on a une note comme ça, qui est vraiment pas beaucoup plus grande que ça en temps normal, qu'on partage avec les devs, qui est notre note de kick-off, ceux avec quoi on commence à travailler, et qui est de dire, OK, on répond à tel problème, on a tels objectifs, on a telle métrique de succès, voici les designs qu'on a imaginés et qui vont pouvoir être amenés à changer si jamais on se rend compte qu'ils ne peuvent pas, qu'on ne peut pas les faire. Et après, on a une liste d'initiatives, mais qui n'est pas un truc... Là, j'ai changé le texte, mais fondamentalement, l'initiative, c'est sur un thème qu'on a en ce moment, elle faisait vraiment cette taille-là. C'est de se dire, OK, typiquement, problématique récente, il y a une fonctionnalité sur Mocha qui est de rechercher un praticien. Et les filtres qu'on fait pour ces praticiens n'étaient pas mis en mémoire. Est-ce que j'ai besoin de faire une spécification technique pour expliquer pendant 4 heures la manière dont je veux que mes fils soient en mémoire, alors qu'en plus, en tant que produit, j'en ai un peu aucune idée? Non. Finalement, en gros, ce que je dis à mon dev, c'est moi, ce que je veux, c'est que mes filtres, ils restent en mémoire parce que j'ai envie que tu ne retapes pas ton fil 25 fois à chaque fois que tu fais une recherche. Et après,
c'est le rôle de mon dev d'aller lui se dire, bah, ok, qu'est-ce que je peux te proposer? Est-ce que j'ai des solutions super simples et je peux te proposer, te dire, bah, tiens, je sais pas, ça va s'enregistrer sur un cookie et du coup c'est bon et c'est déjà en place en 2 jours? Ou est-ce que j'ai des solutions complexes? Et ça, on va en discuter. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de vraiment se dire, bah, en fait, vos devs, ils ont une super bonne connaissance et plus vous leur donnez la responsabilité, mieux ça va marcher. Et je pense que c'est souvent le truc, c'est qu'on se dit, bah oui, ils sont pas assez responsables, mais on ne leur donne pas la responsabilité. Si vous leur donnez 100% de responsabilité, la plupart du temps, ils vont vous prouver qu'ils en ont de la responsabilité et qu'ils peuvent gérer les choses. Et on le voit notamment, moi je trouve que c'est un truc qui est assez formidable et que je n'avais pas vécu ailleurs, c'est typiquement quand il y a un incident. Moi, mon habitude, c'est quand il y a un incident, globalement, mes devs se disent, bon, je me casse, je m'en vais, et toi, tu es là un peu tout seul en train de dire, ok, je vais tout gérer, on va voir si ça passe ou pas. En fait, chez Mocha, les devs sont tellement impliqués dans le produit que les jours où il y a eu un... Jules s'en va à ce moment-là. Le jour où il y a eu un incident, Jules, qui était là, justement, il n'y a pas très longtemps, ils étaient complètement autonomes. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai vu l'incident, j'avais pas besoin de leur dire, ah tiens, il faut que tu fasses ça, comment tu fais, comment tu gères, ainsi de suite. Non, ils se sont mis ensemble, ils ont discuté, ils se sont dit, ok, on prend du temps, on met un plan d'action, et en fait, 1 heure plus tard, il n'y avait plus d'incident. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, bah, vous avez tellement responsabilisé, vous avez tellement rendu maître du produit aussi, que du coup, bah, les jours où il y a des problèmes, ils vont vers ça. J'ai beaucoup parlé. J'ai énormément parlé, j'ai l'impression. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous vous posiez un peu sur, tiens, bah, lequel vous avez un peu envie d'appliquer. Et si vous voulez vous avez des questions là-dessus, je suis ravie qu'on prenne des questions. Et sinon, je vous invite à tous scanner ce petit QR code, parce que, comme je vous l'avais dit, vous n'avez pas besoin de prendre des notes. J'ai fait une grosse note Notion avec tous les conseils résumés. Ça évite de passer son temps à écrire. Je ne sais pas combien de temps j'ai duré. Est-ce que tout le monde a pris le petit QR code et je peux changer le slide? Au pire, je renverrai le QR code. Est-ce que vous avez des questions? Enfin, déjà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Moi, je vais prendre le micro parce que c'est moi qui l'ai, donc je fais ce que je veux. Ouais, moi, j'ai une question. Tu as parlé de l'étude et puis on en a déjà parlé un petit peu de ce que vous allez vous en faire à petit près. Après, parce que je sais que vous allez la communiquer, il y a des gens qui me posaient la question. D'ailleurs, est-ce que là, comme ça, dans la salle, l'étude dont on a parlé, ça vous parle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont participé? Il y a une étude qui a... Ouais, il y a 1, 2 mains. Ça. Pour vous la recontextualiser, en fait, c'est au moment où on a voulu faire ce meet-up sur la santé mentale, on s'est dit, ouais, le sujet, il est un peu... on ne sait pas trop où on va aller, parce que pour le coup, c'est un sujet dont on a envie de parler, mais on ne sait pas forcément si ça va fédérer et tout. Et de voir tout ce monde-là, ça nous fait dire une chose, c'est qu'on avait raison et que le sujet fédère. Mais je voulais te poser la question de c'est quoi les curiosités que toi, tu as pu voir dans cette étude. Moi, par exemple, il y en a une dont je suis assez... Je ne sais pas encore si je sais dire agréablement surpris ou pas. C'est que dans les participations qu'on a d'habitude dans le public, on est plutôt 50-50 hommes-femmes. Là, quand on se regarde, il n'y a pas 50-50 hommes-femmes, il y a quand même une plus grosse majorité de femmes que d'hommes. Donc ça veut peut-être ou pas dire certaines choses de l'intérêt des hommes sur la santé mentale ou pas. Est-ce que toi, tu en as vu d'autres aussi au cours de cette étude? Déjà, je vais répondre sur le dernier point. Moi, je trouve que ce n'est justement pas une bonne chose qu'il y ait une majorité de femmes ce soir, parce que c'est un peu toujours le cas on parle de santé mentale et du coup, les femmes viennent. Et en fait, c'est un sujet complètement global et il faut que les hommes apprennent à parler de leur santé mentale aussi. C'est important et ça nous ferait tous du bien, je pense, très clairement. Dans les petites choses qu'on a vues qui sont intéressantes dans l'étude, déjà, comme je le disais, la relation management en tant que relation qui a le plus d'impact, pour moi, c'était une vraie surprise, parce que mon pari personnel, et un peu la manière dont j'avais fait la question, c'était plutôt pour valider le fait que c'était les équipes client-facing et les feedbacks qui avaient le plus d'impact sur la santé mentale. Et on m'a tous dit, bah, apparemment non. Du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a quelques axes aussi qui peuvent être intéressants. Le fait que les résultats des PMM, je regarde Pauline comme ça, les résultats pour tous les product marketing sont beaucoup plus mauvais que les autres. Et donc, je pense que si vous avez des PMM dans votre équipe, allez leur faire un petit câlin demain. Parce que, notamment sur la partie relations management, intensité et temps de travail, c'est beaucoup plus présent que dans d'autres équipes. Et je pense que ça a peut-être plein d'explications, qui est de se dire que c'est un métier qui est hyper nouveau. Donc aujourd'hui, souvent, quand on prend un PMM
dans une équipe, c'est aussi des fois parce que juste il y avait vraiment besoin d'un PMM, et déjà depuis 1 an, donc il est complètement sous l'eau. Mais en même temps, je pense que c'est quand même un truc, il faut un peu s'alarmer sur le sujet, se dire, ok, le PMM aujourd'hui, on a envie qu'ils aillent bien, qu'ils aillent au moins aussi bien que les autres. Qu'est-ce qui est ressorti? Non, par contre, ce qui est très cool, c'est que dans l'étude, on a 50-50 hommes-femmes, enfin 49, quelque chose, mais on est assez à égalité. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Plein d'autres trucs. J'ai le droit de garder des surprises. J'ai le droit de garder des surprises. Garder des surprises. Donc plein de choses qu'on va communiquer dans pas longtemps. La semaine prochaine, en fait. Donc vous verrez ça la semaine prochaine. Et il y aura pas mal de trucs autour de l'étude aussi. Je pense notamment, il y aura sûrement il y aura un livre blanc avec les conseils que vous avez un peu déjà vus, mais il y aura aussi des petites newsletters assez intéressantes sur le sujet. Hashtag teasing. Hashtag teasing. Il y en a ici pas très doué pour ça. C'est bien, c'est courageux, on sait que là... Ouais. Je te donne Michel. Comme ça, je ne suis pas le seul à être gêné avec un micro, c'est parfait. Non, mais déjà, merci pour l'étude. Tu as pas mal parlé de la gestion des stakeholders, du management, etc. On n'a pas forcément parlé de la charge mentale du product manager qui est au fond au moulin sur tous les sujets. Je ne sais pas si c'est ressorti dans ton étude. Ouais, si, c'est un truc qui est ressorti. On n'a pas forcément énormément parlé, en effet. Déjà, parce que je ne sais pas s'il y a une solution à ça. En fait, le rôle de PM est aussi un moment de passer son temps à... Et dans l'étude, il y a un verbatim qui est assez intéressant, justement, qui est de se dire, c'est hyper compliqué de passer son temps à bosser sur du passé et regarder derrière, gérer ce qu'on fait en ce moment et regarder le futur. Mais en même temps, c'est notre taf, quoi. Donc, je pense que si on arrive à gérer un peu tous les autres trucs autour, finalement, et à se mettre des limites, qui est quand même, je pense, peut-être le meilleur moyen d'y répondre, on pourra peut-être y arriver, mais malheureusement, ce sera toujours notre travail. Et c'est ce qui fait qu'il est très cool aussi, parce que si toi, tu bosses que sur le passé, c'est pas fou comme métier de PM de aller regarder ce qu'ont fait tes autres copains PM pendant ce temps-là. Moi, j'ai une question sur le point que tu as évoqué tout à l'heure sur les roadmaps. Ouais. Ça m'intéresse pas mal. Je voulais savoir un peu comment tu fais pour, en gros, manage expectations. Est-ce que tu t'engages sur des deadlines, encore un autre sujet dont tu as parlé, très précises? Parce que on en a parlé rapidement avec le now, soon et later, mais concrètement, comment ça se passe chez Mocha, par exemple, ou avec les... Est-ce que la roadmap, elle est communiquée en interne, en externe? Tout ce sujet de roadmap. Ouais, hyper intéressant. Alors, on ne s'engage pas sur des deadlines, justement. Non, ce qui est intéressant, c'est plus tu avances dans ta roadmap, donc dans le now, tu es très certain et donc tu peux t'engager, entre guillemets, dire, moi aujourd'hui, typiquement, je peux m'engager sur les choses que je suis en train de travailler maintenant et les problématiques auxquelles je vais répondre maintenant. Sur le soon, déjà, je peux beaucoup moins m'engager. C'est-à-dire, je peux dire, c'est des choses où je sais que je vais aller creuser, je vais aller faire de la discovery. Par contre, peut-être, et ça, c'est un truc qui est en effet hyper intéressant dans la formation, nous, qu'on a rappelé au sales il n'y a pas longtemps, c'est de se dire que, en fait, quand on fait de la discovery en produit, peut-être qu'on va tout abandonner. Et souvent, les gens l'ont pas en tête forcément. Et du coup, ils nous entendent parler à certains moments de « Ah tiens, ce sujet-là » et ainsi de suite. Puis après, ils n'entendent plus parler. Ils se disent « Pourquoi vous ne le faites pas ?» Oui, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'est une mauvaise idée. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps où on a fait des user interviews. On s'est rendu compte que tout ce qu'on avait prévu, littéralement tout ce qu'on avait prévu, personne ne le voulait. Donc, on va faire autre chose sur ce thème. Donc là-dessus, tu peux t'engager un peu plus en disant c'est des choses qu'on expérimente. Et après, sur le later, tu ne t'engages pas, en fait. C'est de dire aujourd'hui, c'est nos axes. Et je pense qu'il est intéressant, c'est que cet engagement, on te le demandera au tout début, quand tu as l'habitude des très très grosses roadmaps. Mais après, quand les gens voient le gain que tu as avec de la flexibilité, finalement, on te le demandera beaucoup moins. Parce que tu vois, nous, typiquement, chez Mocha, personne ne nous a engueulé parce qu'on a changé tout ce qu'on avait prévu dans le later pour mettre Félix, qui était le truc, vraiment le produit phare où on s'est dit « Ah tiens, on a envie d'investir là-dessus ». Et donc, du coup, c'est un peu ce truc-là, quoi. Très clair, merci beaucoup. Tu es si loin. Ils te font te balader, Xavier. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur les spécifications, parce que j'en discutais avec mes collègues tout à l'heure. En 2 jours, moi, j'ai fait 13 heures de tests à peu près. Donc, ça fait beaucoup de temps. Et j'ai écrit des specs assez poussés. Et du coup, sur l'engagement de tes devs, comment tu as fait pour que le plus tôt possible, ils soient impliqués
dans ne pas avoir de spécification, quoi. Parce que moi, les remarques souvent que j'ai, c'est si tu me fais pas de spec, je fais comme je veux, et si ça ne va pas, t'as qu'à assumer, quoi. Merci. Et je pense que ça vient déjà principalement de l'équipe tech de base. C'est eux qui ont été très demandeurs de ça. Et je regarde mon Head of Engineering derrière en parlant de ça, mais non, je pense que ça vient vraiment d'eux aussi, parce que justement, on se rendait compte, à un moment, on faisait les tickets, par exemple. Moi, je faisais tous les tickets au début d'un thème en disant, voilà, tu vas faire ça, 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 ça. On se rendait compte que ça ne marchait pas. Alors pour moi, c'était hyper frustrant, parce que c'est quand même très, très chiant, et tu l'as vécu du coup, de passer son temps à écrire ce qu'on va faire. Et en plus, pour eux, ils étaient en mode, en fait, quand je vais dans le code, ça ne correspond pas à ça. Je vais faire 3 PR là où tu as fait un ticket, et là où tu as fait 5 tickets, je vais faire une PR, donc ça n'a aucun intérêt. Du coup, c'est eux qui ont été très demandeurs. Et je pense que justement, ça va avec ce truc-là de faire comprendre aussi à tes devs que, bah oui, c'est à eux d'être force de proposition à certains moments. Et qu'il y a des trucs où c'est pas toi qui vas inventer certaines choses, parce que tu n'y connais rien et tu sais pas. Et qu'en fait, il y a plein de choses où, bah oui, c'est à eux d'être force de proposition et de vraiment se dire, ils sont ingénieurs et ils sont tout autant responsables du produit que toi, en fait, à la fin. Et moi, tu vois, typiquement, je considère que mes devs sont même plus responsables du produit que moi. Parce que moi, je peux leur donner des idées, je peux leur dire, bah, tiens, il faut aller vers là. Voilà, vraiment, les gens qui se sont dit comment on va le faire correctement, techniquement, et que ça marche, bah, c'est eux, finalement. Donc, je pense qu'il y a ça. Après, pour passer beaucoup de temps à faire des tests, je pense qu'il faut aussi bosser avec tes devs pour plein de tests automatisés, pour faciliter les choses. Ça, c'est mon côté tech là-dessus, mais je pense que, ouais, il faut peut-être leur demander, tu vois. Je pense que le moyen le plus simple, c'est de dire, est-ce que toi, en fait, ça te plairait à ce moment-là ? Et il y a peut-être moyen que certains te disent, bah non, et ça, c'est une façon de fonctionner. Peut-être que tu en as d'autres, par exemple, et je pense que... Pardon. Vous avez des premiers résultats de l'étude, c'est bien. Mais je pense qu'il y en a d'autres avec qui ça va beaucoup plus leur plaire. Et dans ce cas-là, c'est un peu comme ce que je disais au tout début sur relativiser. Tu vois, bah, peut-être que tu as 2 devs ou quand tu bosses avec eux, tu peux te permettre de faire des tickets beaucoup plus light, le tester. Et si ça marche bien, l'avantage que tu auras, c'est que quand un truc marche, tout le monde a envie de le faire. C'était ma tentative de réponse. Alors moi, j'ai une question plus sur l'alignement entre tech et produit. Est-ce que, par exemple, la mise en place d'objectifs communs, c'était lié au fait qu'il y avait une divergence entre, on va dire, par exemple, côté tech et produit, parce que ça arrive fréquemment, et finalement, quels sont les objectifs finalement que vous arrivez à vous mettre en commun? Et voilà. Alors, Hello, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais je ne pense pas justement c'était justement la volonté de ne pas avoir de divergence qui a fait qu'il y a eu des objectifs en commun. On a la chance chez Mocha d'avoir une équipe produit et tech, et enfin, on se considère comme une seule et même équipe d'ailleurs, mais d'avoir une équipe extrêmement proche. Donc justement, au contraire, c'était plutôt pour éviter qu'à un moment tu te retrouves dans cette situation où on n'aurait pas pu, entre guillemets, s'entendre parce qu'on a des objectifs séparés. Et sur quels objectifs on se met en commun, c'est vraiment l'ensemble, la totalité de nos OKR qu'on reporte, que Héloïse et Pierre qui sont là, reportent au COMEX en soi. Donc c'est vraiment tous les objectifs. Donc ça peut très bien se dire, bah ouais, il faut, je sais pas, booster encore plus la sécurité, par exemple, qui est un truc où moi, en tant que produit, je ne peux pas faire grand-chose, comme il faut lancer la nouvelle feature, typiquement de micro-formation à travers Slack, quoi. Et on va tous communiquer sur ces trucs-là, qu'on ait vraiment un travail à faire dessus ou pas. Les gens ont faim. Est-ce que vous avez faim? Merci beaucoup, Alexis.